Bonsoir à tous. Dernière session de la journée sur le thème de l'UX et l'UI et plus particulièrement de l'UX embarqué, qui est aujourd'hui un des enjeux majeurs, en tout cas pour les constructeurs automobiles. Alors c'est assez, peut-être ça peut paraître un peu décalé de programmer une session comme ça, mais en fait, si on réfléchit bien, aujourd'hui, la question des constructeurs automobiles, c'est d'intégrer en fait des interfaces et des modalités d'interaction qui ont été développées massivement par et pour le web. Donc il y a une filiation, on va dire, naturelle dans cette réflexion de la construction des interfaces. Ouais, bon, ça va. Ouais. Donc il y a une filiation naturelle dans la construction de ces interfaces entre l'explosion du web et tout ce que le web a donné en fait aux IHM. Ah oui, c'est mieux quand même. Je me sens un peu plus à l'aise, effectivement. Donc, dans la construction des interfaces du web et aujourd'hui de la fusion avec ces interfaces embarquées. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants qui travaillent de près ou de loin, enfin, dans l'industrie automobile, et puis Andrew Junior qui travaille pour Google. Donc, nous avons Morgane Joubert qui est UX designer pour PSA, pour le groupe PSA, et qui va vous expliquer où en est en fait la réflexion de ce constructeur sur l'UX. Et puis aussi, on a le plaisir d'accueillir Maël Mesgen, qui lui est UX designer chez Renault. Donc du coup, on va avoir un petit peu les deux approches. Et puis, on finira par Andrew Junior, pour voir justement dans quelle mesure aussi quelqu'un qui est juste dans le, on va dire, dans du système informatique peut faire des passerelles justement avec les constructeurs. Donc première chose, donc la connexion, on va dire, la filiation avec le web, avec toute cette culture des interfaces et des modalités d'interaction. Deuxième chose, c'est aussi parce que culturellement, je pense que dans cette salle, il y a quand même des gens qui se souviennent de K2000, par exemple, hein, et de son échange assez proche, enfin sa proximité avec Kit, hein, avec sa voiture et son intelligence artificielle. Donc on va voir aussi où en est ces avancées. On parle de plus en plus de véhicules semi-autonomes, voire autonomes. En gros, c'est quoi? Quels enjeux? Quelles échéances par rapport à ça? Et puis, en gros, voilà. Donc c'est un petit peu le spectre de ces interventions, avec une conclusion qui se fera plus sous la forme d'une table ronde et d'échanges avec vous. Toutes les questions que vous pouvez vous poser aussi sur l'avenir des véhicules et puis surtout du rapport des humains avec ces véhicules. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par Morgane Joubert, qui est donc UX chez PSA, qui va nous expliquer un petit peu, un petit peu même en détail, j'espère. Oui, on fera des petites sessions de 10 minutes à l'issue de chaque présentation, hein, de façon à ce qu'on puisse prendre une petite respiration aussi et alterner avec les autres intervenants. Voilà, donc Morgane, si tu veux commencer. Oui, merci Grégoire. Donc, Morgane designer d'interface homme-machine chez PSA, Peugeot Citroën. Du coup, je suis aussi UX lead sur un plateau d'UX qu'on a monté il y a presque un an chez PSA, avec environ 180 personnes qui en fait sont toutes dirigées par les méthodes centrées utilisateurs. Donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, d'abord, je voulais revenir sur la question de pourquoi on bouge, pourquoi on se déplace et spécifiquement pourquoi nous, constructeurs, on continue de faire des véhicules qui sont plus ou moins lourds, plus ou moins polluants et quelle est la place de l'utilisateur dans tout ça. Ensuite, pour PSA, donc, comment on est arrivé à une définition UX, User Experience, propre au groupe, qu'est-ce qu'on a analysé, qu'est-ce qu'on a retenu de tout ce qui se fait et tout ce qui se dit sur l'UX. Et ensuite, comment on l'a intégré avec ce plateau de 180 personnes. Et enfin, j'aborderai 2 problématiques dans les grandes lignes, des problématiques qu'on étudie actuellement, donc le véhicule autonome et le véhicule intelligent. Vraiment dans les grandes lignes pour la présentation, mais n'hésitez pas à poser des questions, on peut approfondir après. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est histoire de vraiment replacer l'utilisateur au centre du débat. Le but là, c'est pas forcément de répondre à ces questions-là,
mais de montrer qu'on a vraiment un grand spectre de questionnements dans l'automobile auxquels on doit répondre. Et donc la première question, c'est pourquoi on se déplace? Doit-on même poursuivre nos déplacements dans l'espace, quelle qu'en soit la raison? Donc on voit qu'il y a des déplacements pour des réunions, des déplacements pour voyager, pour la culture, pour le plaisir, pour voir la famille. Donc au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on doit conserver comme mobilité dans le futur? Donc voilà, les réunions, on va à travers le monde. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un avion pour aller au Japon, faire une réunion de 2 heures? Pour voyager, est-ce que ça se justifie encore de prendre un avion qui va déposer plein de kérosène sur l'ensemble du globe et puis polluer, émettre beaucoup de CO2 alors qu'on est censé aller dans un environnement préservé au niveau environnemental? Si on prend l'exemple d'un atoll, par exemple, on sait que dans quelques années, il risque d'être submergé. Et enfin, pareil pour la famille. Est-ce que, avec les nouvelles technologies, on a l'occasion de voir la famille tous les jours sur des écrans? On va peut-être améliorer cette expérience-là dans les années à venir. Donc, est-ce qu'on aura encore besoin d'aller aussi souvent traverser la France ou traverser le globe pour rencontrer la famille et les amis? Du coup, pour répondre à toutes ces questions-là, il y a quand même déjà des pistes existantes aujourd'hui. On est en train de mettre en place, même dans des grands groupes d'industrie, des salles de réunion en présence virtuelle pour éviter de traverser le monde pour des petites réunions. On travaille aussi sur tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, pour tout ce qui est conception, mais aussi dans d'autres industries, tout ce qui est jeux vidéo, information, éducation, etc. Et on a d'autres technologies qui arrivent, les robots de présence virtuelle, l'holoportation, qui permettent de se croire avec quelqu'un dans la même pièce par la technologie. Donc, comment tout ça va aussi révolutionner le marché de la mobilité, le marché de l'automobile et les autres technologies de déplacement physique. Donc voilà, on se pose vraiment toutes ces questions-là. Et du coup, dans ces questions-là, on s'intéresse avant tout à ce que l'utilisateur a réellement besoin de faire avec nos produits. Donc PSA, en quelques mots, c'est un groupe industriel automobile qui se compose principalement du point de vue des clients des 3 marques Peugeot, Citroën et DS. Donc DS étant devenu une marque à part entière l'année dernière. Donc Peugeot plutôt centré conducteur, plaisir de conduite. Citroën plutôt famille, fun et évasion. Et DS un peu plus sur le marché du luxe avec vraiment une intention d'aller challenger les grands concurrents allemands qu'on a du mal à atteindre aujourd'hui. Et 2 autres marques qui commencent à bien vivre aussi. Donc Free2Move, c'est une offre de mobilité qui permet dans plusieurs pays et plusieurs grandes villes de ces pays d'avoir accès à des services de mobilité multimodales, donc vélo, automobile, scooter. Et Banque PSA Finance, donc, qui est associée avec Santander pour tout ce qui est produits de finance et d'assurance, et particulièrement financement bien sûr de produits véhicules pour pouvoir acheter des voitures, et également un petit peu d'assurance et un petit peu de fonds de placement, mais sur de la valorisation d'économie réelle, pas de spéculation. Donc du coup, pour commencer, je voulais juste vous montrer, je pense que beaucoup de gens connaissent les fondements de l'UX ici. Je voulais juste les rappeler un peu pour montrer comment on est arrivé à une définition qu'on utilise dans le groupe. Donc, première illustration, donc sur l'UX au global, c'est un utilisateur, un produit et une interface entre les deux qui permet de créer une expérience. Grégoire parlait de K2000 justement. Donc, ici, voilà comment on est arrivé à maintenant un travail des designers beaucoup plus axé sur l'expérience utilisateur. Beaucoup d'étapes avec d'abord
Dans les années 80-90, un gros focus sur l'ingénierie. Ensuite, une entrée en matière de la psychologie cognitive, puis le design émotionnel dans les années 2000, suivi de près par tout le design d'interaction humain-machine, et ensuite le design affectif avec des grands noms comme Stark par exemple, pour arriver aujourd'hui à un design et une conception plus largement centrée sur l'expérience utilisateur, avec l'ajout en fait surtout de l'aspect hédonique, donc de tout ce qui est plaisir à l'usage. En fait, repartant de l'ingénierie, le premier point c'est la technologie qui en fait transforme tous les comportements, tous les usages. Dès qu'une nouvelle technologie arrive, on voit beaucoup de choses se transformer dans notre quotidien. Donc ici, par exemple, dans un métro chinois, on voit qu'il y a 15-20 ans, les gens regardaient leurs chaussures et dormaient au bout de 2 secondes dans le métro. Aujourd'hui, ils sont tous sur les yeux rivés sur leurs écrans de smartphone ou de tablette à consulter des posts de différents réseaux sociaux. Et également, on a dans le métro même ajouté des écrans pour diffuser des infos sur ce qui se passe en temps réel dans la ville. Pareil pour les concerts, on voit un concert qui remonte un peu d'Eminem, où les gens regardaient la star faire son show. Et aujourd'hui, là on voit à droite une autre star d'un registre complètement différent, donc le pape, qui là est filmé directement par les spectateurs sur leurs écrans. Donc aujourd'hui, on vit plus les moments par la lorgnette de nos devices et on les vit surtout pour montrer aux autres qu'on est en train de les vivre, quoi. Du coup, les fondements de l'UX, donc le groupe Nielsen Norman d'abord, qui a commencé à parler du UX en termes d'interaction. Donc la définition principale dont on s'est inspiré, c'est que l'expérience utilisateur, ça englobe tous les aspects de l'interaction avec l'utilisateur final. Donc entre l'utilisateur final et l'entreprise dans laquelle on travaille, les services qu'elle propose et les produits qu'elle développe, et qu'une véritable expérience utilisateur va au-delà de fournir à l'utilisateur ce qu'ils disent vouloir ou de leur fournir une simple liste de fonctionnalités. Ensuite, on a un complément avec Edward Moore qui nous dit que ce n'est pas suffisant de fabriquer des produits et qu'on doit surtout créer des expériences satisfaisantes. Donc là, on s'approche déjà un peu plus de l'aspect hédonique et du plaisir à l'usage. Et on passe surtout par l'utilisabilité, le fait que ce soit facile à utiliser. Et on revient un petit peu à Nielsen Norman avec le fait qu'on doive répondre aux besoins utilisateurs avec simplicité et élégance, et qu'on doive créer des produits qui sont aussi une joie à posséder et à utiliser. Et là où on s'approche encore plus de l'hédonique et du plaisir à l'usage, c'est avec Desmet en 2002, qui nous dit « Voir, utiliser, acheter ou désirer un produit entraîne nécessairement toutes sortes d'émotions ou de réponses émotionnelles. » Et c'est là où je voulais en venir, c'est que dans l'expérience utilisateur, ce qui vraiment pousse encore un cran plus loin le design, c'est qu'on va vraiment s'intéresser au plaisir à l'usage et aux émotions que procure une expérience à l'utilisateur. Pourquoi ? Parce que l'humain favorise des émotions positives et c'est ça que l'utilisateur va retenir, et c'est comme ça qu'on va avoir vraiment une fidélité de l'utilisateur, ou du client plutôt, à une marque. Donc pourquoi on s'intéresse aux émotions ? Pourquoi elles sont importantes, en tout cas de notre point de vue ? C'est que c'est directement lié à l'expérience qu'on est en train de vivre avec un produit ou un service. Ça domine tout le processus de décision. Ça commande aussi l'attention de l'utilisateur et ça affecte fortement sa mémoire. Donc si une expérience est négative,
il va retenir que ça, même si c'est juste sur un seul point de contact de l'expérience. Et ça va pénaliser complètement tout ce qu'on aura fait pour aboutir à un bon produit. Et du coup, ça permet aussi de communiquer des personnalités et de fonder un relationnel qui crée du sens avec le client. Et donc, en fait, en disant ça, pour résumer, c'est raconter une histoire aussi au client pour le faire adhérer au produit et à la marque. Donc, du coup, sur la définition de l'UX pour PSA, voilà comment on priorise les différents domaines dans la conception. Donc, le socle, ça reste bien entendu l'utilité. Il faut que le produit qu'on propose serve à l'utilisateur et lui soit utile. L'utilisabilité, donc il faut que le produit reste facile à découvrir, facile à prendre en main. Et bien sûr, dans le cadre de l'automobile, il faut que ça reste compatible de la conduite. Et ensuite, l'acceptabilité, c'est aussi important avant d'arriver au plaisir à l'usage. C'est quand on propose une technologie, est-ce que le marché, est-ce que les clients sont prêts à l'accueillir? Est-ce qu'on n'est pas déjà obsolète ou est-ce qu'on n'est pas un peu trop en avance? Et du coup, ça pose aussi beaucoup de questions sur des produits qu'on conçoit à long terme. À savoir, dans l'automobile, on est sur un process de conception de 4 à 6 ans avant qu'une voiture termine dans la rue. 4 ou 6 ans avant, il faut vraiment prendre les bonnes décisions et pas se tromper pour que 6 ans après, la voiture qui est dans la rue arrive bien dans le bon timing, quoi. Et enfin, en haut de la pyramide, le plaisir à l'usage. Et là, c'est vraiment ça sur lequel on met le focus aujourd'hui chez PSA. C'est rajouter des mesures du plaisir que peuvent procurer les produits, les interfaces qu'on embarque dedans et tous les services qu'on associe autour du produit principal qui reste quand même pour nous l'automobile. Et donc la définition sur laquelle on arrive pour le plateau sur lequel on travaille, c'est que l'UX, c'est la conception d'une expérience globale, positive et cohérente à travers tous les points de contact avec le client pour rendre mémorable et améliorer l'efficacité d'utilisation. Donc c'est vraiment cette phrase-là qui nous relie tous sur le plateau sur lequel on est aujourd'hui. Donc ce plateau, justement, comment il est organisé? Aujourd'hui, on est sur une démarche transversale. Donc l'expérience utilisateur, c'est pas que le travail des designers, c'est vraiment le travail de beaucoup de personnes. Donc il y a des services clients qui rentrent en jeu, le marketing, la stratégie, les responsables de produits aussi, c'est eux qui décident ce qu'on met dans chaque véhicule et dans chaque montée en gamme de ces véhicules. Et l'ingénierie aussi, on est très lié à nos ingénieurs pour arriver à converger facilement sur des hypothèses qu'on fait du point de vue utilisateur et sur de la faisabilité technique que les ingénieurs doivent valider. Et donc multi-compétences, toujours. On a un plateau sur lequel on a des designers de différentes formations et quelques lead UX dont je fais partie. Et on anime avec toutes ces différentes compétences la conception avec une méthode commune. Donc on est sur un plateau commun, sur un espace commun à toutes ces compétences, organisé en un seul plateau avec des petits espaces quand même plutôt regroupés selon les compétences. Mais ça permet à 180 personnes de se parler plus facilement, d'avoir une vision commune et de pouvoir partager leurs compétences. Et donc le point de rencontre, comme je vous le disais, c'est vraiment la méthode expérience utilisateur qui a pour principal point de rencontre en fait de s'intéresser aux attentes de l'utilisateur et donc de tester, d'observer et de recueillir leurs besoins avec les prototypes, les hypothèses qu'on fait. Parce qu'au final, une voiture, ça reste un système qui va vivre avec plusieurs utilisateurs très différents, de 18 à 100 ans, pour ceux qui arrivent encore à conduire à cet âge-là. Et du coup, des utilisateurs très différents, avec des attentes très différentes, et en plus avec de nombreux contextes très différents.
Rien que dans un seul pays, on a des contextes très différents entre ceux qui sont plutôt dans le milieu urbain et ceux qui sont plutôt en milieu rural. Et en plus, les constructeurs construisent des véhicules très similaires pour différentes plaques. Donc, on travaille aussi bien pour la plaque américaine que la plaque européenne et l'Asie. Donc, culturellement aussi, beaucoup de diversité. Et donc, sur ce plateau, une méthode commune. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est un petit peu confidentiel aussi, mais dans les grandes lignes, on a toujours une méthode très proche du process design habituel. Découvrir une problématique, définir la réponse possible à cette problématique, la développer et la déployer, et ensuite, bien sûr, dans ce process, de manière itérative, écouter la voix de l'utilisateur et voir quelles sont ses attentes à chaque étape de ce process. Grande problématique actuelle, du coup, le véhicule autonome. Donc ça fait maintenant quelques années qu'on commence à en parler publiquement. Le véhicule autonome, c'est donc, je pense que tout le monde le sait, faire rouler des voitures le plus possible toutes seules par elles-mêmes avec un robot. Donc on l'a vu dans les années 80 avec K2000, effectivement. Aujourd'hui, 20 ans après ou 30 ans après, on voit toutes les questions que ça soulève, on voit toute la réglementation qui est très complexe sur le véhicule autonome. Et donc un champ des possibles qui finalement s'est pas mal catégorisé et contraint. On a défini avec en fait, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles différents niveaux d'autonomisation des véhicules. Donc un niveau 0 où là on est sans assistance, un niveau 1 où le véhicule commence à prendre en charge certaines dimensions, donc une seule dimension, soit longitudinale, donc par exemple la vitesse à laquelle il roule et l'espace qu'il a au véhicule devant lui, soit le latéral, par exemple en suivant des lignes sur le bord d'une route. Un niveau 2 qui commence à prendre 2 dimensions. Donc, par moment, le véhicule peut rouler complètement tout seul, mais c'est pas 100% sécurisé du point de vue de la robustesse des capteurs et de l'intelligence du système. Donc là, on demande à l'utilisateur de rester dans la boucle dans un délai d'1 seconde. Donc c'est par exemple ce qu'on connaît, je pense, dans l'imaginaire collectif aujourd'hui très bien sur les Tesla. Et du coup, après, on va sauter un palier au niveau 3, où là, en fait, on va arriver dans un véhicule qui va nous conduire à 100% sécurisé et qui va avoir au moins un délai de 10 secondes avant de nous demander une reprise en main en cas de moindre défaillance ou de moindre incompréhension de son environnement. Donc là, on va commencer à pouvoir faire des nouvelles activités. Et ensuite, niveau 4 et niveau 5, l'utilisateur ne conduit presque plus. Il va pouvoir conduire dans le niveau 4 à certains moments s'il en a envie, ou dans des espaces qui sont vraiment trop imprévisibles. Et dans le niveau 5, il n'y aura même plus forcément de volant. Et donc au niveau des activités, aujourd'hui on sait très bien dans la partie bleue toutes les activités qu'on peut faire en conduisant, et même certaines activités que font les gens aujourd'hui qui ne sont pas forcément autorisées. Demain, dans la partie verte, du coup, que vous avez en bas du graphe, c'est des nouvelles activités qui vont apparaître à bord de nos véhicules. Donc la possibilité de consulter notamment des nouveaux médias, pas encore trop distractifs jusqu'au niveau 3. Par exemple, sur le niveau 3, on pourrait s'imaginer regarder des petits clips vidéo dans la voiture. Mais comme on est dans un délai de 10 secondes et qu'on va être plutôt dans des phases très maîtrisées dans les bouchons ou sur autoroute, on ne va pas forcément se mettre tout de suite, en tout cas sur les bouchons, à regarder une vidéo de 3 heures dans la voiture. Par contre, à partir du niveau 4, là on va rentrer dans des sessions un peu plus longues de conduite autonome. Et là on pourra se dire, si je fais un Nantes-Marseille, oui là je peux regarder mes DVD pendant que je suis sur l'autoroute et que la voiture trace sa route toute seule, quoi.
Et donc, pour concevoir ce qu'on va mettre en termes d'expérience dans nos véhicules à l'horizon de ce véhicule autonome avec les différents niveaux que je viens de vous présenter, on étudie les attentes des utilisateurs. Donc là, je vous ai fait un résumé des grandes attentes, on va dire, qu'on a détectées pour l'instant dans le cadre du véhicule autonome à moduler selon les niveaux. Mais effectivement, du coup, ça va être d'écouter, de visualiser des nouveaux types de contenus, type vidéo, visio et documents de travail. Pour les niveaux plus élevés, pouvoir consulter et modifier des documents. Donc là, on rentre vraiment dans la possibilité de travailler à bord de sa voiture. Pouvoir adapter sa position dans le véhicule selon les activités. Par exemple, si on veut se reposer ou si on veut regarder des vidéos en mode un peu ciné, pouvoir orienter un petit peu le siège et le reculer. Pouvoir se relaxer aussi, voire dormir à partir du niveau 4. Et pouvoir parler plus confortablement entre passagers et réaliser de nouvelles activités type jouer à des jeux ou même des jeux vidéo. Dernière problématique, le véhicule intelligent et l'assistant personnel. Donc ça, c'est une grosse question en ce moment sur comment faire rentrer l'assistant personnel qu'on a déjà dans nos poches dans le monde de l'automobile et de la mobilité. Donc un imaginaire collectif déjà bien construit avec beaucoup de films de SF qui ont déjà abordé la question de l'intelligence artificielle, des machines, etc., vis-à-vis de l'homme. Et puis des technologies déjà dans nos poches, que Google notamment, qui a un assistant dans nos smartphones ou nos autres devices qu'on porte sur nous, Siri, Alexa, etc. Et du coup, pareil, on étudie de la même manière quelles sont les attentes de l'utilisateur vis-à-vis de cet assistant dans le cadre de sa mobilité, dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule. Et donc là, pareil, je vous ai résumé ça. Donc contrôler le véhicule depuis n'importe quel environnement. Donc, par exemple, de chez soi, pouvoir lancer du préconditionnement du véhicule. Anticiper le trajet, continuer des activités qu'on avait commencées avant de venir dans la voiture, interagir naturellement pour paramétrer le véhicule quand on est à bord et aussi pouvoir contrôler les environnements extérieurs depuis la voiture, par exemple ouvrir le portail quand j'arrive chez moi. Voilà, merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à Maëlle? Des questions? Super. Oui, vous avez dit à un moment donné que ce qui finalement vous rassemblait tous dans l'équipe, c'était vraiment de bien comprendre l'utilisateur. Et vous faites des tests. Comment est-ce que vous vous y prenez concrètement pour les interroger, les observer? Voilà. Donc, effectivement, on fait des tests avec tout ce qu'on imagine mettre dans les voitures demain. Et du coup, on réalise des prototypes. Donc, il y a une phase d'A/B testing qu'on fait entre nous et avec des experts du domaine pour valider les premières hypothèses. Et dès qu'on arrive à quelque chose de satisfaisant, représentatif pour un utilisateur lambda, on va dire, on le met dans un véhicule ou dans un simulateur de conduite et on invite des gens à venir chez nous tester ce qu'on a construit. Et pour ça, on fait des panels utilisateurs qui correspondent plus ou moins à la cible de ce véhicule ou de cette technologie. Et vous bossez complètement en interne là-dessus ou vous faites appel à vous faites accompagner par des spécialistes en études à l'extérieur pour conduire les observations, faire les analyses, etc. On bosse beaucoup en interne sur la partie prototypage. Après, on a une partie qui est faite en interne sur les observations et les analyses, mais avec quand même des prestataires qui sont mis chez nous, mais qui viennent d'experts de l'ergonomie principalement. Cabinet Bertin, par exemple, pour le citer. Et du coup, on a aussi, de temps en temps, d'autres entreprises extérieures à qui on délègue des missions d'observation et de synthèse. Et eux, ils nous rendent un dossier complet, bouclé, avec ce qu'ils ont pu observer et ce qu'ils font comme recommandations pour améliorer les propositions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'enchaîne ?
Maël? Bonjour. Donc, comme vous avez pu le constater, moi je viens de chez Renault. C'est-à-dire que d'habitude, on ne nous met pas dans la même pièce. Mais exceptionnellement aujourd'hui, grâce à l'école de design, parce que je viens aussi de l'école de design, on va pouvoir évaluer un petit peu qu'est-ce que l'UX fait dans l'automobile et comment il réagit par rapport aux prochaines révolutions qu'il va y avoir dans l'automobile. Donc, je travaille dans le même domaine. On a aussi plusieurs marques. Il me manque un petit morceau du slide, mais bon, on va essayer de faire avec. Donc, en gros, on a 3 marques principales, Renault, Alpine et Dacia. Le début de la complexité, c'est que chaque marque a sa propre personnalité, chaque marque a un niveau d'équipement différent, et les utilisateurs de chaque marque sont potentiellement très différents. On n'a pas du tout les mêmes clients chez Alpine que chez Dacia, comme vous pouvez l'imaginer. Autre particularité du métier, c'est que l'automobile se rassemble en groupe, c'est-à-dire que j'ai des collègues, j'ai des projets que je dois mener avec des gens de chez Nissan, on monte des choses avec Mitsubishi qu'on vient d'acquérir, et on essaye de pousser le développement de certaines autres marques comme Lada. Donc ça veut dire qu'il y a un environnement qui est international, on a des clients qui sont internationaux, donc en fait ça donne très très vite une grande complexité dans les produits. Il est très difficile pour nous de vendre, un petit peu comme on a vu près dans les conversations ou dans les talks précédents, une même application pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas les mêmes budgets, parce qu'on n'a pas les mêmes usages. Quand on est en Russie, on a besoin d'une voiture qui chauffe extrêmement vite. Quand on est au Brésil, on a besoin d'une voiture qui supporte du flex fuel avec des carburants à base de canne à sucre, ou des choses comme ça. Niveau design, donc là je parle global, pas seulement UX, il y a environ 400 designers dans le groupe Renault. Plusieurs studios répartis dans le monde entier. Ça, c'est ce qui nous permet d'avoir les différences culturelles et de pouvoir faire vraiment des véhicules qui sont adaptés aux environnements locaux. Plus précisément on va parler de ce qu'il y a comme écran dans les véhicules. Il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui est exponentiel. Chez Renault, là, si je parle de 2006, on avait 2 personnes qui s'occupaient de ce qui était compteur ou des écrans multimédia. Et en gros, le contenu des écrans, le contenu des systèmes, des applications, n'a fait que croître. Donc là, ça s'arrête en 2014. Cette année, on va être autour de 17 personnes qui sont purement design UX. On a aussi forcément des plateaux avec tous nos, comme l'expliquait Morgane avant, là, avec tous les ingénieurs, les ergonomes et tout ça. Mais là, je vous montre juste en pur design. Ensuite, par rapport à tout produit, l'automobile a quelques particularités. La plupart des automobiles ont 2, voire 3 écrans. Un écran multimédia, un compteur et, pour certains véhicules, des projections tête haute sur le pare-brise. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs écrans, on a plusieurs moyens d'interaction, on a du tactile, mais pour le compteur, ça dépend des boutons du volant, etc. Donc ça rajoute encore une couche de complexité, une couche de choses à prendre en compte. C'est ce qui fait le côté fun aussi. Ensuite, il y a comment est-ce qu'on intègre l'UX dans un grand groupe. Donc il manque toujours un petit bout, mais bon, c'est pas grave. En gros, le design chez Renault est organisé avec une direction, et ensuite segmenté en design extérieur, design intérieur et concept car. C'est un peu simplifié, mais c'est à peu près ça. Jusqu'à l'année dernière, on travaillait au sein du iLife Studio, qui avait une particularité, c'est qu'il intégrait les gens qui s'occupaient des softwares, donc ce qui se passait dans les écrans, et de ce qu'on appelle les componentes. C'est-à-dire que c'était la même équipe qui s'occupait de ce qui se passe dans l'écran et des boutons qui vont avec. En fait, ça nous a donné une grande force pour pouvoir avoir un système cohérent. C'est-à-dire que j'ai pas quelqu'un à l'autre bout du monde qui dessine un volant avec 5 touches, alors que les gens du software en ont besoin de 6 ou inversement. Enfin, c'est vraiment histoire de construire quelque chose de cohérent. Et ce genre de choses, ça nous a permis,
sur la gamme Renault de promouvoir ce qu'on a appelé les écrans multimédia verticaux. C'est-à-dire que ça, c'est un ref de l'espace et qui a un grand écran vertical, ce qui est difficile à intégrer au niveau architecture, mais ce qui nous a semblé, ce qui semble être, en tout cas à l'heure actuelle, des choses qui sont très efficaces pour organiser l'information et pour le rendre la lecture de l'information et l'interaction le plus simple possible. Pour construire ça, comme ce qu'il disait, il faut une équipe qui soit vraiment qui s'intéresse à tout. C'est-à-dire que je dois aussi bien m'intéresser à la définition du pixel de mon apps qui va aller avec mon véhicule que de connaître l'ergonomie ou l'haptique que va avoir le bouton du volume de mon écran multimédia. Et ça, c'est ce qui fait la richesse du métier, ce qui fait le nombre de projets ou de sujets sur lesquels on s'intéresse. En 2017, donc c'est tout frais, en fait, l'organisation a changé. Quand je dis ça, c'est que ça veut dire qu'il y a une direction toujours de design extérieur, design intérieur, les concept cars sont toujours là, mais il y a une direction UX qui a été créée au même niveau. Ce que ça veut dire concrètement pour nous, c'est dire qu'on a beaucoup plus de poids et ça veut dire que le champ d'action est beaucoup plus large. C'est-à-dire que maintenant, en étant à ce niveau-là, on peut aussi bien interagir sur le off-board, c'est-à-dire le site commercial, etc., sur les applications qu'on fournit avec nos véhicules, donc ce qu'on appelle le préconditionnement, c'est-à-dire l'application qui permet de faire chauffer son espace ou sa Zoé avant d'y arriver le matin. Ça nous fait aussi intervenir ce que l'UX, comme ce que disait Morgan, n'intervient pas que sur les écrans, c'est-à-dire quel est le scénario quand on s'approche de son véhicule. La question, c'est quand je m'approche avec les clés qui sont sans contact, j'ai mon véhicule qui va me reconnaître. C'est à ce moment-là qu'il va faire son petit clin d'œil avec les feux ou on met en scène tout ça. Et ça fait partie de l'expérience utilisateur. Et bien sûr, on a toujours en charge de créer l'expérience au niveau du compteur multimédia et des infos de HUD qui sont les head-up display. Si on a créé cette direction de l'UX, il y a une grande raison, c'est qu'on a des révolutions dans l'automobile. La connectivité et la conduite autonome. C'est deux choses qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le système automobile actuel, on met 4 ans à construire un système. Donc quand on commence à faire le design d'un système, ça c'est le système Airlink ou c'est des slides de ce qu'on a, on sait qu'il va être dans la rue dans 4 ans, qu'on n'aura aucune mise à jour possible tant que le client ne revient pas en concession. Donc on a des véhicules qui doivent pouvoir tourner pendant 15 ans. Ça veut dire que ce qu'on conçoit à un moment donné en application, là, ça veut dire que dans 15 ans, voire 20, il faut que ça tourne toujours, que ça soit toujours robuste et qu'il faut l'assumer encore d'un point de vue style, design et interaction. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment bétonner ce qu'on fait. On a des systèmes qui sont un peu lourds, mais qui n'ont pas le droit de planter. Il y a interdiction d'avoir son compteur qui fait une mise à jour quand on est en train de rouler. C'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire, ça. Ce qui explique qu'on tourne sur des pros un peu spéciaux. Deuxième partie, c'est la conduite autonome. En fait, nos véhicules sont déjà autonomes. Ce que je veux dire par là, c'est que la notion d'autonomie, c'est à partir du moment où on délègue une partie de la conduite. Les régulateurs de vitesse sont arrivés il y a des années, et c'était le premier pas. Et en fait, de notre point de vue, ça va se passer petit à petit. Et en fait, on ne va pas s'en rendre compte, mais là, il y a déjà beaucoup de véhicules qui se garent tout seuls. On peut mettre un régulateur de vitesse sur l'autoroute, plus une détection de ligne. Enfin, c'est déjà en cours. Chez Renault, là, ça a commencé à devenir vraiment sérieux en 2013 avec un premier concept de Zoé autonome qui tournait sur circuit. Et là, ça fait 2 ans qu'on a sur la région parisienne des espaces qui tournent, et en Allemagne aussi, qui font du kilomètre. C'est exactement ce que font les autres constructeurs qui s'y mettent. On a vraiment besoin d'avoir un nombre de cas d'usage pour être capable de savoir comment va réagir notre véhicule, quelle est la solidité des scénarios. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une vidéo de communication qu'on a faite sur des exemples au niveau de l'interaction et de ce qui est faisable. Là, je parle dans 2-3 ans.
Du coup, ce genre de vidéo, ça nous sert à communiquer beaucoup avec beaucoup de monde différent, de l'ingénierie, etc., pour donner les objectifs. Ça, c'est un scénario. C'est un scénario qu'on a déduit de nos études, de nos recherches. On ne dirait pas comme ça, mais là, il y a beaucoup de complexité. C'est-à-dire qu'on a vu du véhicule autonome, on a vu du véhicule connecté, qui se connecte avec des apps, qui se connectent avec plusieurs utilisateurs, plusieurs smartphones, etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place et qu'on développe et qu'on fait avancer le plus vite possible. Ça c'était janvier 2016, c'était pour le CES. Donc ce véhicule-là, il est testé. Il tourne sous Android, ce qui n'est pas le cas de nos véhicules actuels, etc. Et bon. Donc ça, c'est ce qu'on a en itération longue. C'est la construction du futur, c'est les choses qui vont arriver petit à petit. On a une autre version, une autre possibilité, quand on est dans l'automobile, de faire des essais beaucoup plus courts et beaucoup plus rapides. C'est tout ce qui est concept car. C'est une grande habitude dans l'automobile pour le design extérieur et intérieur. Ce qui est nouveau, c'est qu'on y associe des scénarios UX et des recherches UX ou UI dans les concept cars. Donc il y a une partie de notre activité qui arrive aussi avec les concept cars. C'est-à-dire que ça, c'est le concept car Trésor qui a été présenté Paris, je crois, oui, c'est ça. Et du coup, donc, ça sert à donner des idées, c'est quelque chose qui se fait rapidement, c'est-à-dire c'est 6 mois de travail pour un concept car, en sachant que ça roule. Bon, c'est pas homologué, mais ça roule. Faut pas pousser trop non plus, mais on peut l'utiliser, et nous, ça nous sert à faire des expérimentations, à mettre des clients dedans, à tester des choses, on va dire, un peu plus folles et un peu plus libres. Sur le poste de conduite, là, ça veut dire qu'on multiplie les écrans, qu'on les relie entre eux, qu'on en met sur le volant, etc. Et tout ça, ça fait partie de nos recherches. Et deuxième partie. Donc là, c'est plus aussi sur l'UI, c'est-à-dire les recherches graphiques qui peuvent aller avec, pour que le graphisme, le design graphique et l'usage puissent fonctionner ensemble. Donc là, moi, pour finir, ce que je voulais vous expliquer, c'est que l'UX design au sein du groupe Renault, c'est ce qui est vraiment devenu un levier pour l'innovation, pour les choix pour les prochains véhicules. Et ça, on l'expérimente, donc comme vous l'avez vu sur le premier film, sur des concepts lourds. Enfin, quand je dis lourd, c'est que c'est du long terme, c'est convergé, ou sur des itérations plus courtes. Mais ce qui est sûr, c'est le poids donné à l'UX et à l'expérience utilisateur qui va faire le véhicule de demain. Et qui fait que ce boulot, et il va permettre des vraies révolutions dans l'automobile qui a peu évolué depuis 30 ans, on va être gentil. Et bon, il y a toujours 4 roues sur la plupart de nos véhicules, mais ce qu'on va y faire avec est quand même de plus en plus différent. Moi, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis preneur. Oui, j'ai une question concernant Android Auto.
montré tout à l'heure dans votre vidéo. Je voulais savoir si ça allait vous aider dans un futur proche à implémenter une UX vraiment complètement différente, si vous envisagez de basculer définitivement sur ce type d'OS, et si oui, à quel horizon? C'est une des très très bonnes questions. Alors en ce moment, dans les difficultés, il y a les particularités automobiles. Une voiture doit pouvoir démarrer et être opérationnelle en 3 ou 5 secondes. Actuellement, quand on démarre un système Android, c'est un poil plus long, mais bon. Je pense que ça va se faire par étapes. En fait, pour l'instant, il y a une segmentation claire entre les informations de conduite, c'est-à-dire les aides à la conduite, toute la partie autonome, toute la partie compteur de vitesse, etc., où ça tourne actuellement sur Linux et pour l'instant, ça reste comme ça. Et une segmentation avec tout l'écran multimédia, qui lui, par contre, est déjà ouvert. En fait, sur les véhicules, on peut déjà switcher et partir sur de l'Android en apps, etc. Et ça va augmenter, ça va continuer. Par contre, pour l'instant, on n'a pas encore convergé suffisamment avec les systèmes Android pour pouvoir passer complètement en Android. La deuxième petite question qui est derrière et qui est plus politique ou business, le véhicule du futur, sa valeur, là où on pense que l'argent va être, sera peut-être plus dans l'objet véhicule et le moyen de transport, mais peut-être dans ce qui va se passer dans les softs. Et du coup, les constructeurs sont un peu réticents à ouvrir la porte complètement ou à déléguer complètement ça. Donc, première étape, ça va être, on garde une partie sécuritaire, on garde la mainmise parce qu'il y a des applications qui sont clairement pas faites pour la conduite. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est très particulier de bosser pour l'UX d'un écran multimédia, parce que nos utilisateurs regardent l'écran environ 3 secondes et repassent sur la route. Donc il faut que l'application fonctionne, même si tu la regardes que 3 secondes. Généralement, c'est à bout de bras, donc ça laisse une grande marge. On a des contraintes ergonomiques qui sont un tout petit peu différentes des smartphones actuels. C'est pour ça qu'on ne bascule pas directement. Mais tant qu'on garde la main mise sur le côté sécuritaire, c'est en train d'arriver. Enfin, la prochaine génération de véhicules aura toute une partie qui sera en open, a priori Android. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question plus sur l'aspect culturel des interfaces. Donc, le groupe Renault est présent dans différents continents. Donc, on va dire qu'il y a différentes cibles, différents personas en fonction du facteur culturel. Comment l'expérience utilisateur est travaillée pour répondre à l'aspect culturel, en fait? Pareil, plusieurs réponses. Il y a un côté expérience utilisateur qui va être groupe. C'est-à-dire que Renault est une marque, qu'elle a envie de travailler son image de marque et son truc. Donc ça, il y en a une partie qui va être commune. C'est-à-dire qu'il y a une partie du scénario sur comment j'accède à mon véhicule, etc., qu'on va essayer de rendre complètement worldwide. Après, on a des particularités. Je vous citais les extrêmes russes et brésiliens parce que c'est vraiment des cas qui sont complexes, parce qu'on n'a pas les mêmes usages. Et dans ce cas-là, c'est les studios satellites, ce qu'on appelle. En fait, on a un studio aussi à Sao Paulo, je ne sais pas si j'ai cité, je crois que j'ai oublié. On a des studios satellites qui font remonter des spécificités qu'on doit intégrer dans les véhicules. Parce qu'en fait, nos véhicules, il a un soft. On ne fait pas un soft par pays, mais par contre, ce soft embarque les spécificités. Donc ça veut dire que c'est un gros boulot de prise de données et de prise de data en amont. C'est pas aussi facile. Enfin, je ne sais pas si vous étiez là dans la présentation de Facebook juste avant. Nos voitures ne nous envoient pas les données. Donc c'est un peu compliqué pour nous. On navigue pas mal en aveugle. Surtout que quand on commence un système, le précédent vient juste d'être mis sur le marché. Donc on a peu de retours. Donc on a besoin de gens qui bossent dans les facteurs humains, qui sillonnent le monde, qui étudient les cas, qui mettent des GoPro dans les véhicules de clients X ou Y pour voir ce qu'ils font pour de vrai. Parce que l'interview, le témoignage ne nous dit pas tout. Enfin, beaucoup de gens font des choses dans les voitures sans s'en rendre compte ou sans vraiment le voir. Du coup, on est obligé de faire ça. Donc c'est de la grosse prise de data. Et ça, ensuite, c'est pas encore, en tout cas dans notre cours au niveau design, ça fait partie du cahier des charges. Bonjour, une petite question. Qu'est-ce qui vous limite à l'heure actuelle sur les innovations que vous pouvez faire dans une voiture? C'est le coût global du véhicule ou c'est vraiment la réglementation? Ça dépend des sujets, mais c'est beaucoup le coût. C'est-à-dire que là, un véhicule, ça reste cher.
Même si on met toutes nos énergies pour baisser le prix. Donc alors, moi, ce qui me limite, c'est aussi la puissance qu'on met dans les pros des voitures. Vous rigoleriez par rapport à votre téléphone de savoir ce qu'on a comme place mémoire, etc. C'est très difficile. Donc il y a cette partie-là, donc argent et capacité, on va dire, purement data informatique. La deuxième limitation, mais ça, on a l'habitude de gérer avec, c'est les réglementations. C'est ce que je vous disais, le système doit pouvoir démarrer au quart de tour, parce qu'on a une vitesse en kilomètres qui doit toujours être affichée, on a des caméras de recul qui doivent s'afficher en moins de 2 secondes quand on démarre, etc. Donc, il y a un peu de réglementation, mais ça va. Et sur la partie autonome, de toute façon, alors la réglementation va se construire en même temps que les véhicules, parce que c'est comme ça. Et parce que la technologie va plus vite que la réglementation. Donc là, le point de vue de Renault, et qui est pris par d'autres constructeurs aussi, c'est quand la voiture est autonome, c'est Renault qui conduit, c'est Renault qui est responsable. Du coup, à partir de là, ça nous libère pas mal de possibilités. Par contre, il faut qu'on soit sûr de notre coût. Donc il y a un petit peu de bêta testing, c'est-à-dire là, je vous parle des espaces autonomes, ça fait 2 ans qu'ils roulent. Il y a beaucoup de gens dans la maison qui sont encore réticents à les lancer sur le marché, même s'ils n'ont pas un crash ou rien du tout. Mais l'argent d'abord. Bonjour, je vais faire ma petite curieuse. Je me demandais par rapport quand vous faites des concept cars, comment ça se passe chez vous en fait? Est-ce que vous avez plusieurs équipes qui se challengent un peu les unes les autres? Ou est-ce que c'est chaque on va dire, pôle qui propose, par exemple, est-ce que la UX propose quelque chose de différent? Peut-être que je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que chaque pôle propose quelque chose? Est-ce que c'est des équipes ou est-ce que c'est tout le monde ensemble qui travaille? Alors un concept car, il y a la direction qui dit voilà, le prochain concept car, on veut communiquer, on veut tester la réaction des gens sur tel ou tel domaine. Chez Renault, on a une espèce de marguerite où on attaque point par point. Là, la trésor, c'était la pétale love de la marguerite. C'était vraiment, c'est comment est-ce qu'on exprime l'amour au travers de l'automobile. C'est assez vague. On fait et là-dessus, c'est des concours qui sont lancés en interne. C'est-à-dire que n'importe qui peut dessiner un concept car. Il y a des lancements et ensuite c'est un choix de la direction sur les meilleurs résultats. Donc du coup, c'est concours externes, concours internes. Pour l'instant, en UX, comme on est assez peu nombreux et qu'on a une grosse charge de travail, ce que ça montre bien, généralement, c'est d'un commun accord d'équipe. On dit voilà, ce que nous on veut montrer, ce qu'on veut proposer, c'est ça. Et du coup, comme on est tout seul, on prend ça. Et du coup, on va laisser la place à Andrew. Merci. Et bonjour à tous. Je suis Andrew Junior Kimbembe et je suis aussi un ancien de l'école de design, comme Maël et Morgane. Et je travaille en ce moment à Google. Et le travail que je fais à Google en ce moment, c'est de développer Android comme le système d'exploitation qui peut être utilisé dans des véhicules. Donc j'aimerais partager un petit peu avec vous en fait l'approche qu'on a nous à Google du logiciel et comment on adapte Android pour qu'il fonctionne dans les véhicules et qui répondent aux besoins de l'industrie en fait, qui sont assez nouveaux. Donc un petit peu de cadrage. Android, c'est un système d'exploitation qui est utilisé en fait par beaucoup d'appareils, qui est open source, qui est développé par Google, mais qui est open source. Ça veut dire qu'une fois que le code est publié en ligne, n'importe qui veut l'utiliser, développer des appareils sous Android, que ce soit des télés, des montres, des téléphones, des frigos, je ne sais pas, ils peuvent télécharger le code source, le compiler et créer leur propre Android et faire fonctionner leurs appareils avec. Mais c'est aussi une plateforme qui est un véhicule pour des services développés par Google ou pas, et qui peuvent être intégrés en fait et permettre d'avoir des applications qui vont tourner en fait sur ces plateformes. Et donc, comme je disais, en fait, nous en interne à Google, on utilise Android pour une variété d'appareils qu'on développe ou avec lesquels on travaille avec des partenaires pour les faire fonctionner. Donc, ça peut être des montres et c'est exactement en fait la même base de code qui est modifiée pour adapter aux performances et aux capacités, aux modalités d'interaction des différents appareils, mais c'est la même base de code. C'est-à-dire qu'on a une version Android qui fonctionne sur des montres, c'est Android Wear, mais également pour des télévisions.
Et là, vous pouvez en fait directement constater que les modes d'interaction sont complètement différentes. Sur une montre, on a un petit écran qui est tactile, qui est rond, et dont on va interagir avec un seul doigt. Mais là, sur une télé, on a une télécommande. On est à distance, on est assis sur un canapé, et on va avoir quelque chose en fait qui va avoir des éléments de focus. C'est-à-dire qu'on va mettre des éléments en surbrillance, et on va naviguer de cette manière, une manière qui est séquentielle. Mais c'est le même code en fait qui doit supporter toutes ces modes d'interaction. Et aujourd'hui, on travaille pour mettre en dans les voitures, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Pour plusieurs raisons qu'ils ont évoquées juste avant en fait assez brillamment, mais aussi parce qu'on sait que les services et les applications en fait que les gens aiment, ils veulent aussi utiliser en voiture. Ça, c'est une photo qui a été prise par nos chercheurs en design pendant leurs études avec ces utilisateurs. Donc, ils se sont rendus à Portland, ils ont discuté avec des gens, ils sont montés en voiture avec des gens pour leur demander qu'est-ce qu'ils font en fait, qu'est-ce qu'ils aiment et de quelle manière ils veulent utiliser leur service. Et donc là, on a un conducteur qui utilise Pokémon Go quand on essaie d'attraper des Pokémon au volant, pendant qu'il y a une petite famille qui traverse derrière. Personne n'a été blessé durant cette prise de photo, ni nos chercheurs, ni les gens qui sont en train de traverser. Mais ça nous montre aussi en fait que on a des gens qui sont en voiture, mais qui veulent utiliser leur téléphone, qui veulent rester connectés, qui veulent continuer à utiliser des services qu'ils utilisent en dehors du véhicule, et donc qui vont venir avec leurs appareils et qui, à moins qu'on leur propose quelque chose qui soit mieux, ou qui permette, pas forcément mieux, mais en tout cas qui leur permette de continuer à utiliser les services qu'ils aiment, ils vont utiliser leur téléphone. Et donc nous, en fait, ce qu'on essaie de faire avec Android, c'est de faire en sorte qu'ils puissent rester connectés dans une certaine mesure, mais que ce ne soit pas dangereux, qui se tue pas et qui tue personne. Et donc c'est la motivation en fait que nous on a d'essayer de développer une version Android qui va également fonctionner dans les véhicules et qu'on va mettre à disposition des constructeurs pour qu'ils puissent créer leurs expériences et leurs services dans leurs véhicules. Et du coup pour faire ça, c'est un petit jeu d'équilibriste en fait qu'on doit essayer de faire. C'est-à-dire que d'un côté, on doit faire des services et proposer une plateforme qui permette de réaliser des services et qui soit suffisamment attrayant. Encore une fois, l'idée, c'est de faire en sorte que les conducteurs n'utilisent pas leur téléphone au volant. Mais dans le même temps, on veille au grain à ce qu'il ne soit pas distrayant. Ce qu'on appelle driver distraction, c'est ce qui est le plus important en fait, pour nous. Et lorsqu'on va transformer notre design Android, c'est de faire en sorte que, comme le disait Maël, les services ne demandent pas l'attention principale du conducteur. Le focus, c'est toujours la conduite, d'avoir les mains sur le volant, les yeux sur la route, et l'esprit, en fait, aussi sur la route. Mais dans le même temps, de faire en sorte qu'il y ait des services qui soient suffisamment utilisables pour, de manière temporaire, pendant qu'on est en train de conduire, permettre de remplacer l'usage d'un téléphone. Mais dans le même temps, lorsqu'on essaie de limiter certaines des fonctionnalités ou certains éléments de présentation de nos applications pour les rendre moins distrayantes, ça devient parfois un petit peu chiant. Et donc du coup, on essaye de trouver le bon équilibre entre créer des services qui sont désirables, mais en même temps qui ne sont pas dangereux. Et du coup, tout l'équilibre, en fait, c'est de trouver le bon point, en fait, de faire en sorte que quand on a une expérience en fait, de messagerie, elle fonctionne, elle soit assez agréable à utiliser, mais qu'en même temps, ce ne soit pas l'expérience qu'on a sur le téléphone et qui requiert toute notre attention en fait, pour fonctionner et pour être utilisé. Notre ennemi, du coup, c'est la distraction, à la fois visuelle, manuelle et cognitive. Donc on essaye de faire en sorte que tous les services qu'on va créer pour notre plateforme qui est disponible dans la voiture, ils ne requièrent pas en fait une attention visuelle constante pour fonctionner. Même chose pour les interactions, que ce soit tactiles ou avec les interfaces qui sont présentes dans le véhicule, qu'on puisse garder les mains sur le volant et que les interactions soient très très segmentées et qu'elles ne requièrent pas un nombre d'actions en fait qui soit trop important. C'est aussi quelque chose qui est réglementé. Aux États-Unis, par exemple, on essaie de limiter les interactions à 6 étapes, en tout cas 6
TAPS, interaction tactile sur écran, tant qu'on peut. Mais aussi la distraction qu'on essaye de combattre, elle est cognitive. C'est-à-dire que même lorsque le conducteur est sur la route et les mains sur le volant, il peut être distrait en fait, mentalement. Son attention ne peut pas être dirigée en fait sur sa fonction de conduite. Et donc on essaye aussi de créer des systèmes, mais qui ne requièrent pas en fait une attention constante sur le système, c'est-à-dire de mémoriser, j'en sais rien, certains états précédents du système ou ce genre de choses. On essaie de prendre ça en compte à chaque instant. Et également, en fait, en étant Google, en étant pas un fabricant de voitures, nous, on essaye de balancer en fait les intérêts en fait de plusieurs personnes, ceux qui sont des développeurs. Et les développeurs en fait sont importants parce que notre plateforme est Android, est une plateforme qui est attrayante et qui fonctionne uniquement lorsqu'on peut. Ça permet de proposer des services que les gens veulent utiliser. Google est un créateur de services, un développeur pour ses propres plateformes, mais pas uniquement en fait. Les gens voudraient utiliser Spotify, ils voudraient utiliser Pandora ou je ne sais quel service en fait qui permet d'utiliser de la musique ou de communiquer ou de naviguer. Et c'est pas forcément des services que nous on développe, mais ce sont des services qui rendent la plateforme attrayante. Donc on essaie de faire en sorte que les intérêts de nos développeurs soient respectés en fait lorsqu'on utilise cette plateforme. Mais également les constructeurs, comme ils l'ont bien illustré avant, ils ont des besoins en termes de sécurité, de fiabilité du système, de temps de chargement et de démarrage, et ainsi de suite. Et donc, du coup, une partie de notre travail, c'est de faire en sorte que Android, en tant que plateforme, réponde aux besoins de l'industrie automobile et puisse s'adapter, en fait, et faire le pont entre la version Android qui fonctionne sur les téléphones ou sur les montres ou sur les télés, et les besoins sont différents, en fait, même si la base de code est similaire. Et aussi, nous, en tant que Google, comme on disait, en fait, tout l'intérêt qu'on a de faire des efforts pour faire en sorte qu'Android soit une bonne plateforme, c'est de faire en sorte qu'elle attire de plus en plus de développeurs qui vont proposer des services qui vont faire que nos utilisateurs vont vouloir utiliser la plateforme. Et pas uniquement lorsqu'ils sont au volant, mais dans différents moments de leur vie, en fait, qui est digitale. À la maison, lorsqu'ils sont en déplacement, mais pas dans leur véhicule, lorsqu'ils sont au travail, et ainsi de suite. Ils l'ont bien expliqué avant aussi, c'est dur de passer en troisième, mais il y a toute une variété en fait d'écrans qui sont disponibles dans les voitures, et en développant une plateforme qui est destinée à être utilisée dans tout type de véhicule, on a la totalité du spectre. Aujourd'hui, Android, c'est une plateforme qui marche principalement sur les téléphones, les montres et télé, et c'est assez formalisé en fait. Nos téléphones ne se ressemblent pas tous, même format d'écran, même résolution. Dans le monde automobile, c'est complètement différent. Et c'est lié au fait que un véhicule, on va le garder pendant longtemps, et aussi parce que l'expérience est extrêmement bien designée. Les designers, en fait, sont très au fait, en fait, il y a différentes marques, il y a différentes gammes de prix, il y a différentes attentes, et aussi on va les garder pendant plus longtemps. Et donc, du coup, il y a encore plus d'attention qui est apportée au design de l'intérieur du véhicule, et les tailles d'écran sont adaptées en fait à ces besoins stylistiques. Et c'est la même chose au niveau en fait des modalités d'interaction. Parfois il y a des écrans tactiles, ça devient de plus en plus courant en fait dans les véhicules, mais pas uniquement. Il y a des écrans avec lesquels on interagit à partir de petites molettes avec lesquelles on va cliquer, ou de touchpad, ou de D-pad, et ainsi de suite. Et on essaie de faire en sorte que Android, en tant que plateforme, fonctionne pour tous ces types d'écrans, s'adapte à tous ces types d'écrans, et également à toutes ces modalités d'interaction, de manière à ce qu'elle réponde aux besoins en fait, du plus grand nombre de constructeurs. Notre objectif également, c'est de réduire la friction, de réduire le fait que essayer de faire en sorte qu'Android ait l'air d'être natif dans le véhicule. Et donc pour ça en fait, notre objectif, c'est de faire en sorte que les constructeurs automobiles puissent prendre en plateforme et se l'approprier complètement, le personnaliser, customiser en fonction de leurs besoins, de leur véhicule, de leurs clients, et des différentes options qu'ils veulent y intégrer, de manière à ce que on ne puisse pas forcément se douter en fait que ce soit Android ou que ce soit telle ou telle marque, que lorsqu'on est dans un véhicule de Renault ou de Peugeot,
celle-là d'être une Renault ou une Peugeot et pas le véhicule d'un autre constructeur ou quelque chose qui n'a pas en fait l'image de marque qu'on attend en fait lorsqu'on investit dans un véhicule de cette manière. Une des choses aussi qu'on change dans Android pour l'adapter au véhicule, c'est le fait que les véhicules sont partagés. Parfois entre des familles, en fait, mais simplement un véhicule privé, mais aussi on sait que les modèles de possession des véhicules sont en train d'évoluer, qu'il y a certains en fait d'entre vous, peut-être même qui ne possèdent pas de voiture et qui ne comptent pas forcément en avoir une, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne vont jamais conduire. Donc nous, on essaye d'intégrer de base dans Android et au niveau du système des éléments qui vont nous permettre de respecter les données privées de chaque personne qui va utiliser le véhicule, mais en même temps de proposer une expérience qui soit toujours personnalisée en fait, et que soit toujours agréable et qui ait l'air d'être faite sur mesure. On essaye ainsi encore de trouver l'équilibre de cette manière. Tous ces éléments nous ont conduit à développer une série de piliers de design qu'on utilise en interne pour faire en sorte que notre expérience elle soit consistante, c'est-à-dire qu'il y ait un minimum de qualité et des choses qui soient prévisibles lorsqu'on est un développeur et qu'on va développer des services pour Android Auto, mais qui en même temps ne vont pas empêcher les constructeurs de s'approprier la plateforme et d'en faire exactement ce qu'ils veulent. C'est pas simple, mais on essaye de trouver l'équilibre entre ces choses-là. Un des premiers piliers, c'est Material Design. Il y a probablement peu de constructeurs qui vont mettre leur véhicule sur la route avec Material Design, mais c'est notre base de travail. C'est l'outil en fait qu'on va utiliser nous en interne et qu'on va aussi mettre à disposition des développeurs pour créer des services qui vont fonctionner correctement sur Android. Ça ne veut pas dire qu'on veut que Material Design soit présent dans tous les véhicules, très très loin de là, mais on va essayer de l'utiliser comme base au niveau de la manière dont on va pouvoir interagir et de la manière dont on va pouvoir créer des services pour être sûr que lorsque Spotify, par exemple, va créer une application pour Android, une application qui, avec la même base de code, Spotify, en tant que développeur, son intérêt, c'est pas de créer des applications spécifiques pour chaque plateforme. Avec la même base de code, va pouvoir créer un service qui va être accessible sur un téléphone, sur une montre, pourquoi pas sur une télé si jamais ils ont des cas d'usage, mais également dans un véhicule. Et du coup, Material Design, c'est un outil pour ça. Et aussi, un des éléments qui est intéressant avec Material Design, c'est le motion design. Parce qu'on essaye de réduire la densité d'informations qui est présente à l'écran, parce qu'on essaye de simplifier en fait le système, le motion design devient encore plus important. Ça nous permet en fait de communiquer à nos conducteurs et aux utilisateurs la notion en fait de l'espace, savoir où est-ce qu'il se trouve dans le système, sans avoir besoin d'afficher à l'écran de plus en plus d'affordances, de plus en plus d'éléments graphiques, et du coup de créer un système qui est visuellement lourd ou visuellement complexe. Tout l'équilibre qui est à trouver ici, c'est que, encore une fois, lorsque le conducteur est au volant, il a seulement quelques coups d'œil à dédier à l'interface, et donc si jamais on crée des éléments en mouvement qui sont trop complexes, on ne peut pas forcément les voir. Donc du coup, le motion design est un outil qui est critique, mais qui reste tout de même un petit peu limité. Et aussi les cartes. Encore une fois, c'est une base de travail et on sait que ça ne va pas fonctionner dans tous les véhicules, mais c'est aussi un des éléments qu'on peut utiliser en fait pour commencer à designer avec. Les cartes, elles ont une dimension qui est tactile. Par définition, on a envie de les toucher et quand on les utilise d'une manière qui est consistante, on va pouvoir y associer certains patterns d'interaction. Lorsqu'elles sont utilisées pour des notifications, par exemple, on sait qu'on va pouvoir les faire glisser en fait pour s'en débarrasser et pour les éliminer une notation de l'écran. Et lorsqu'on fait ça, on peut commencer à réduire le nombre d'icônes qui sont présentes à l'écran et leur répétition, et encore une fois, alléger la présence visuelle en fait du système et limiter la charge cognitive de consommer l'interface. Donc c'est aussi un des outils qu'on utilise pour commencer, encore une fois, et on peut commencer à travailler avec les constructeurs pour voir si jamais ça va s'adapter au style en fait, qu'ils veulent développer pour leurs intérieurs. En essayant
d'intégrer de plus en plus de services à l'intérieur des véhicules. L'idée, c'est pas de rendre les choses plus complexes ou de forcer l'utilisateur à gérer plusieurs fenêtres ou avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on peut trouver sur un écran de bureau, par exemple. Une des choses qui marche très bien en fait dans le domaine automobile et qui n'est pas nécessaire de changer, c'est le fait que les éléments sont à des places prévisibles. Il y a des boutons, ils sont solides et on sait exactement où les trouver. Et on essaye un peu de recréer ça avec le logiciel. Et une des façons qu'on essaie de faire ça, c'est de créer ces espèces de silos de fonctionnalités. Dans le cas de l'application de musique, peut-être que parfois on veut utiliser Spotify pour avoir sa musique qui est chargée en ligne, mais on peut aussi vouloir écouter des podcasts ou des livres, en fait des audiobooks. L'idée, c'est pas forcément d'avoir une grille d'applications qu'on va devoir scanner et trouver la bonne et y naviguer. Mais peut-être qu'on va juste simplement changer quelle sera l'application par défaut qui sera derrière ce bouton de musique. On n'a pas besoin de se réorienter à chaque fois. On peut trouver facilement et rapidement l'application qui convient par un système qui va se débarrasser en fait de la grille d'application et rendre les choses plus prévisibles, plus simples et encore une fois avoir moins de contenu à l'écran. Un des autres piliers, en fait, c'est les commandes vocales. Morgane parlait de l'assistant. L'assistant, en fait, c'est le principal modèle d'interaction avec, c'est par la voix, en y parlant, en fait, et en langage qui est naturel. L'idée, c'est pas d'avoir un utilisateur qui va mémoriser des commandes, mais qui va pouvoir simplement, en fait, de manière naturelle, exprimer, en fait, ce qu'il a besoin de trouver. Donc, on essaye de faire en sorte que Android et les services qui sont à bord d'Android et les fonctionnalités qu'on y associe puissent être commandés en fait par des commandes vocales qui sont naturelles. Et aussi un des intérêts en fait de ça, c'est que l'assistant est disponible pas uniquement en fait dans le véhicule, mais aussi à l'extérieur. Ça veut dire qu'on va commencer possiblement à développer une relation en fait directement avec son assistant digital et accéder à des services en dehors du véhicule et dans le véhicule de la même manière. Et encore une fois, on limite les effets de devoir se réorienter ou devoir réapprendre comment on va interagir avec tel ou tel service parce qu'on est en situation de conduite. Ce n'est pas forcément le moment pour apprendre à utiliser un nouveau système. Et donc, comme je disais, l'assistant est disponible sur plusieurs appareils et donc il y a une certaine continuité en fait, qui est en place. Les notifications, c'est un élément critique des interactions qu'on a avec nos mobiles en ce moment. Il y a même des applications qui vivent uniquement par notification, et notamment les applications de messagerie. Donc du coup, on essaye de les intégrer d'une manière qui nécessite un minimum d'attention pour fonctionner, mais qui en même temps ne diminue pas la qualité de l'expérience. Encore une fois, on n'a pas envie que nos utilisateurs essayent d'utiliser leur téléphone pendant qu'ils sont au volant. Et un des piliers centraux qu'on a avec Android Auto, c'est cet écran d'accueil. Si jamais on a un utilisateur qui est investi dans certains des services, ou on a des développeurs qui sont des partenaires, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de prévoir en fait quelles seraient les fonctionnalités que l'utilisateur va vouloir utiliser lorsqu'il rentre dans le véhicule. L'idée, c'est de limiter le nombre d'applications qu'on va devoir visiter avant de pouvoir conduire ou trouver ce qu'on veut faire. De manière très simple, on sait que lorsque les gens sont en situation de conduite, ils vont vouloir possiblement aller quelque part, utiliser leur service de navigation, contacter quelqu'un. Ils sont assis dans leur voiture pour plusieurs minutes, parfois plusieurs heures. C'est un bon moment pour passer un coup de fil, par exemple, ou envoyer quelques messages. Et écouter de la musique. C'est un des trucs critiques du véhicule. On sait qu'ils vont vouloir faire ça. Et l'idée, en fait, pour nous, c'est d'identifier quels seront ces... la prochaine étape, le prochain clic que tu as à faire et lui proposer un petit raccourci dans la mesure du possible. Et ça nécessite de travailler avec les développeurs qui créent les services que les gens aiment utiliser, ou si jamais on a des conducteurs qui sont investis dans les services de Google, il y en a quelques-uns, on peut commencer à leur proposer un raccourci pour un véhicule pour aller à la maison, combien de temps ça va prendre, à l'aéroport, et ainsi de suite. Un des trucs aussi qu'on essaye de faire, et qui est un des piliers de l'expérience, c'est de structurer les contenus.
On sait, par exemple, qu'il y a des navigations qui sont hiérarchiques, que lorsqu'on essaie de trouver quelque chose à écouter, j'en sais rien, dans l'application de mes préférés, parfois on sait exactement ce qu'on veut et on va y naviguer de manière hiérarchique. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de normaliser la façon dont on navigue dans ces contenus qui sont hiérarchisés, de manière à ce que lorsqu'on va essayer de trouver une station-service dans Google Maps ou le nom d'un artiste qu'on a envie d'écouter, ça se passe de la même manière. Qu'on ait encore une fois pas besoin de réapprendre quelque chose qui est globalement la même chose, mais qui est présenté de manière qui est juste légèrement différente et qui va nous hanter un petit peu. On essaye de réduire autant que possible le nombre de fois où on a à se réorienter. Ça nous permet d'avoir une plateforme qui, même si elle propose de plus en plus d'applications et de services, qu'elle le fait d'une manière qui n'est pas distrayante. Et du coup, en fait, c'est la même chose en fait, pour les applications elles-mêmes. On essaie de faire en sorte que l'espace principal de consommation de ces applications, il se ressemble pas forcément visuellement, mais qu'il utilise des rythmes qui soient assez similaires. Que les boutons aient l'air d'arriver globalement au même endroit. Et donc, du coup, on essaye de faire ça pour que ça fonctionne, en fait, pour qu'il y ait de moins en moins de besoin de se réorienter. Très rapidement, en fait, j'aimerais essayer de toucher à la manière dont les développeurs peuvent intégrer leur contenu avec Android Auto, en fait, ou Android sur la plateforme. L'idée, c'est d'utiliser le fait qu'Android est une plateforme pour laquelle énormément de développeurs savent déjà développer, créer des applications et des services, et de minimiser le travail qu'ils auront à faire, le travail supplémentaire qu'ils auront à faire pour que leur service fonctionne sur une nouvelle plateforme et qu'ils puissent continuer à tuer leurs utilisateurs dans toutes les situations. Donc, la petite pyramide. Au sommet de la pyramide, ça requiert plus de travail pour le développeur, mais il n'y a pas beaucoup d'apps qui vont avoir besoin de ça. Et en bas, moins de travail pour le développeur, mais ça peut toucher plus d'applications. Nous, ce qu'on appelle une application qui est une full app, c'est une application comme Google Maps. Ils ont besoin en fait de toute la surface pour exprimer leur contenu. Il y a des cartographies, ils ont du turn-by-turn navigation et ainsi de suite. Et donc du coup, ils ont besoin en fait de plus de contrôle sur les pixels. Mais ça veut dire aussi qu'ils ont plus de responsabilité en fait sur ce qui est présenté à l'écran. Ça veut dire que ils ont la possibilité en fait d'effectuer leurs propres tests, d'être sûr que les contrastes sont garantis lorsqu'ils présentent leur contenu à l'écran, et qu'ils sont en accord avec les régulations partout où ils vont mettre leur application à disposition des utilisateurs. Google Maps peut faire ce travail, mais c'est également le cas de Waze, par exemple, avec lequel on travaille. Ils ont plus de contrôle sur les applications qui sont présentées à l'écran. On a des applications qu'on appelle templated, qui utilisent un template, vous avez vu un petit peu. Précédemment, en fait, je vous présentais comment Google Maps, on a travaillé avec Volvo récemment pour la Google I.O. De cette année, et ils ont présenté un concept en fait de leur version de leur système tel qu'il est actuellement, mais cette fois-ci qui fonctionne sur Android avec certaines applications, l'assistant commenté, des commandes vocales et ainsi de suite. Et ici, on a aussi travaillé avec Audi, pareil cette année, Google I.O., et ils sont venus avec un de leurs concepts. Et ils ont présenté leur version de l'interface, mais qui fonctionne sur Android. Et comme je vous disais, même si leur interface ne ressemble pas du tout à Android, n'utilise pas Material Design, c'est toujours le même code qui fonctionne. Et ça veut dire que toutes les applications qui fonctionnent en ce moment sur Android Auto sont disponibles pour le système d'Audi. Là, c'est la façon dont ils ont implémenté le Media Player. Là, c'est NPR One. Sans travail supplémentaire pour le développeur de NPR One, ils ont leur application qui fonctionne dans leur voiture avec leur expérience et qui fonctionne en fait sur leur écran tactile directement. Et ça, on y arrive en essayant d'avoir un système de templates et d'APIs. Donc là, c'est une API qu'on appelle Media Session et qui permet de jouer du contenu musical. Toutes les applications qui marchent déjà avec Android Auto sont disponibles aussi sur ces plateformes pour Audi. Et on a d'autres applications qu'on appelle Media Browse et qui permet d'accéder au contenu hiérarchique. Vous pouvez voir que c'est complètement différent en fait, de la façon dont on l'a présenté, en fait, qui est linéaire, mais c'est toujours séquentiel et c'est le même contenu, en fait, mais qui est juste présenté différemment. Et encore une fois, c'est la façon dont on peut commencer à avoir des services
qui sont multiples et qui sont ceux que les gens veulent utiliser, mais qui s'adaptent à l'expérience utilisateur qui est définie par ceux qui créent les véhicules et pas par nous. Et on a aussi des applications qui fonctionnent uniquement à base de notifications. Et là, du coup, ça devient assez simple, en fait. C'est si jamais, comme WhatsApp, on a une application qui est déjà intégrée avec le système de notification d'Android, il suffit juste, en fait, d'utiliser une portion de code qui va permettre d'étendre l'API d'une notification, et ça fonctionne, en fait, directement dans la voiture. Et là, on peut utiliser des commandes vocales pour lire des messages qui sont reçus, mais également permettre au conducteur de répondre aux messages en utilisant les commandes vocales d'une manière qui est simple et un peu moins dangereuse que de prendre son téléphone et de texter au volant. Et aussi l'idée, c'est qu'on va commencer à pouvoir adapter le contenu de notification et les actions qui sont disponibles à différents facteurs. Donc là, on avait la version d'Android Auto sur le téléphone mobile, mais ça marche également avec la version qu'on appelle Projected. On vient avec son téléphone, on le connaît dans la voiture, et Android Auto est présent sur l'écran. Et enfin, la dernière la meilleure façon dont on peut intégrer avec Android Auto son service, c'est avec l'assistant. Là, on est tout juste en train de commencer à ouvrir les fonctionnalités de l'assistant pour créer des services qui sont à base de commandes vocales à nos développeurs. Un service qui s'appelle Actions on Google et qui permet de faire ça, c'est-à-dire de créer des services qui sont principalement à base de commandes vocales et qui vont marcher avec l'assistant. Lorsque on les crée, ces services, ils fonctionnent dans la voiture, mais pas uniquement. Ça veut dire que ce n'est pas restreint lorsqu'on a son petit speaker connecté à la maison, comme Google Home. Le service est aussi disponible là-dessus, ou sur la montre, ou sur le téléphone, bien sûr. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on va commencer à séparer la couche de service de la couche d'interface et le rendre disponible sur plusieurs plateformes et à plusieurs moments. L'objectif, c'est d'essayer de trouver le moyen d'avoir une plateforme Android qui peut fonctionner pour plusieurs types de véhicules. Là, par exemple, on a des exemples de ce qu'on a travaillé avec les mecs de Fiat Chrysler au milieu. Donc, c'est leur couche de logiciel, Uconnect, mais qui fonctionne ici avec Android et qui met à disposition des services qu'Android leur apporte. Avec Volvo, leur UI s'appelle Census et ils ont fait une démonstration de comment ils pouvaient la faire fonctionner sur Android et avoir des applications Google Maps et des applications de musique. Et on a travaillé avec Volvo sur une version de concept. Et la même chose, comment ils peuvent avoir l'assistant Google Maps et les applications dans leur expérience qu'ils développent et qu'ils contrôlent. Et l'idée, en fait, pour arriver à ça, c'est encore une fois, de séparer les applications entre les modalités d'interaction et de présentation et les données et la structure, de manière à ce qu'on puisse réorganiser l'information en fonction des écrans qui sont présents dans le véhicule, sans avoir à demander à nos développeurs qui veulent créer des services pour la plateforme de recoder tout à chaque fois, en fait. Donc ça, c'est l'objectif, c'est la vision. Petit à petit, on y travaille, ça commence à prendre forme. Et voilà, c'est un petit peu l'idée, en fait, de comment nous, l'équipe d'Android, on essaie d'approcher le design pour l'automobile. Merci. Merci. Il y a déjà une question, c'est ça? Oui. Là, sur les derniers slides que tu montrais, ouais, on apercevait des bouts de contrôle de clim. Ouais. Donc là, habituellement, on a comment est-ce que la voiture embarque les applis. Ouais. Mon question, c'est plutôt comment est-ce que l'appli Android embarque les fonctions telles de clim ou les fonctions purement automobiles. Lorsqu'on a ce type de fonctionnalité, on n'est plus sur Android Auto, la version qui est projectée et qui vient du téléphone, mais on est sur un constructeur automobile qui utilise le code Android pour créer en fait sa plateforme et son système d'infotainment. C'est-à-dire que c'est pas nous, Google, qui travaillons sur l'application de clim de Audi ou de Volvo, c'est eux qui s'en chargent. On peut les accompagner pour être sûr qu'ils savent exactement comment utiliser Android et le faire fonctionner en fait pour que ça marche bien et que ce soit à la hauteur des standards qui sont fixés pour eux-mêmes. Mais c'est eux qui mettent ça en place. C'est exactement, grâce à la plateforme qui est complètement ouverte. On a une deuxième question, ouais. Ouais.
Merci pour la presse. Ouais. Une petite question concernant Google Assistant. Donc, tu nous as dit que n'importe quel développeur pouvait commencer à baser ses apps sur Google Assistant. Donc, c'est une solution qui est dans le cloud via les Google API, ou bien le Google Assistant, il est directement embarqué dans le véhicule. Parce que j'imagine que le problème du véhicule, c'est qu'il se déplace. Tu as des zones blanches. Ouais. Comment ça se passe à ce moment-là, quoi? Lorsqu'on est sur la version d'Android qui est directement embarquée dans le véhicule, l'assistant il est installé, mais il est toujours connecté. La connectivité, elle peut prendre plusieurs formes. Soit elle peut venir d'un téléphone qu'on a dans la voiture et crée un hotspot, soit le constructeur décide de fournir la connectivité avec le véhicule, soit c'est quelque chose qu'on va acheter séparément avec une carte SIM. Et lorsqu'on est dans une zone où il n'y a pas de connectivité, le travail qu'on fait avec l'équipe qui développe l'assistant, c'est de faire en sorte que ça fonctionne en hors ligne. C'est-à-dire que, en fonction de la langue qu'on utilise, le modèle de langue peut être installé directement sur le véhicule. Ça prend très très peu de place. Ils font un travail qui est assez impressionnant, de manière à ce qu'on puisse continuer à avoir des interactions vocales, dans la mesure où ce qu'on demande à l'assistant ne nécessite pas en fait quelque chose qui est disponible sur un serveur. C'est-à-dire que si jamais on demande, j'en sais rien, quelle est la météo à Rio alors qu'on n'y est pas de connectivité, on ne peut pas fournir cette réponse, mais ça n'empêche pas en fait au système de comprendre la requête qui a été formulée et de pouvoir dire je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de réseau, mais dès que la connexion sera revenue, on va pouvoir répondre. Donc du coup, l'idée, c'est de créer une expérience qui n'est pas complètement brisée, en fait, si jamais il n'y a pas de connectivité. Voilà, exactement. Mais qui peut mitiger un peu les attentes. Ouais. Donc la question, c'est est-ce qu'on a mesuré la charge cognitive supplémentaire lorsque on est dans une situation où on n'a pas de connexion? Oui, on a notre équipe de chercheurs. En fait, la moitié de l'équipe UX Android Auto, c'est les équipes de chercheurs en design. Et donc du coup, on fait nos tests sur la route et en laboratoire, et on a des éléments en fait pour essayer de mesurer la charge cognitive de chaque interaction. On a un test, par exemple, entre autres, qu'on appelle DRT, pour Detection Response Time. Et l'idée, c'est qu'on a un utilisateur qui a un petit bouton sur le volant, on met en situation de conduite, et il doit observer à quel moment un petit signal qui est placé sur l'écran apparaît. Et ensuite, cliquer le bouton. Et on mesure le delta entre le moment où il a vu le signal et il a cliqué le bouton. Et ça nous permet de déterminer, en partie, c'est un des éléments qu'on utilise, quelle est la charge cognitive qui est sur l'utilisateur au moment où on le place, on lui demande de réaliser une certaine tâche. Et parfois, on fait ça aussi avec les commandes vocales. Merci, plus de questions. On va passer en format table ronde pour 25-30 minutes. Ouais. Donc ne partez pas, le temps qui s'installe. Merci. Oui, il fonctionne, oui. Donc, merci à tous ces exposés particulièrement intéressants. Donc, moi, j'ai pris quelques notes et puis quelques réactions aussi par rapport à ce qui a été dit, et notamment ma surprise un peu par rapport au premier acheteur en fait d'un véhicule. On parlait d'une 50aine d'années. Donc, ça veut dire que l'acheteur du véhicule n'est pas forcément l'utilisateur, ou en tout cas, est-ce qu'une interface ou est-ce même une UX peut du coup évoluer? Est-ce que vous travaillez, les constructeurs, à l'évolution de cette UX en fonction effectivement de la revente, parce qu'ensuite le second acheteur a plutôt 30 ans. Voilà, comment on fait évoluer l'UX, enfin toutefois, est-ce que vous y pensez pour s'adapter au mieux aux besoins? Parce qu'on parlait de Spotify, tout ça, est-ce que quelqu'un premier acheteur va être sensible à ce type de fonctionnalité? J'en suis pas forcément certain, enfin je veux pas jouer non plus mais voilà, enfin, je me pose moi cette question-là sur l'évolutivité. En tout cas pour les médias, ça me semble envisageable, parce que tu mentionnais justement la séparation de couches. Donc rien n'empêche d'avoir une couche graphique ou même UX qui s'adapte véritablement à l'usager. On l'a vu un petit peu aussi avec Renault sur le côté un peu design fiction. J'aimerais bien savoir comment vous travaillez cette évolutivité en fait des interfaces. Alors sur l'âge moyen de nos acheteurs, c'est pas que ça me fait plaisir, mais c'est 53 ans l'âge moyen d'une Renault neuve.
Donc ça, c'est un truc qu'on doit prendre en compte. C'est-à-dire que nos premiers clients, enfin, j'entendais parler dans d'autres présentations des early adopters. Nous, nos early adopters, ils ont 40 ans. C'est les petits jeunes pour nous. Bref, ça veut dire qu'on a des fonctionnalités qui sont très différentes. Mais là où il y a d'autres problèmes, c'est que notre acheteur de voitures neuves, qui a 50 ans, il a un grand ado qui, lui, en a 20. Et lui, par contre, il n'a pas le même usage. Donc là, ça fait partie de toute la problématique de faire des mises à jour. En gros, on est déjà capable actuellement, enfin dans nos systèmes, on crée des comptes utilisateurs, un peu comme partout. Et du coup, quand on s'identifie dans une voiture, on peut s'identifier en étant numéro 1, et j'ai mon réglage de siège, j'ai mon réglage de radio, j'ai mes radios préférées, j'ai mon layout parce qu'on change les compteurs ou ce genre de choses préférées, etc. Donc il y a tout un tas de réglages. Là où pour l'instant on bloque, c'est que comme on n'est pas connecté, on ne peut pas faire une mise à jour en changeant l'utilisateur. Donc ça fait partie des grandes attentes qu'on a de la connectivité. Et par contre, sur les modes, enfin ça existe sur les smartphones, là, je sais pas, ça s'appelle comment en vrai, les modes vieux, mais ouais, mode dégradé là, ou d'accessibilité. Pour l'instant, ça on le fait pas parce que au final, notre mode d'interaction, de conduite, se doit d'être tellement simple qu'il est déjà très très proche de ces modes-là. C'est-à-dire qu'on a des grosses touches, on a des textes extrêmement lisibles, on a tout un tas de contraintes au niveau reflet dans les écrans et ce genre de choses qui sont traitées comme ça. Donc, moi, à ma connaissance, pour l'instant, on ne le fait pas. Par contre, ce qu'on fait, c'est personnaliser en fonction des utilisateurs, par compte utilisateur. Je ne sais pas en fait si jamais il y a quelque chose à ajouter là-dessus. En fait, comme je disais tout à l'heure, on essaye de faire en sorte que Android ait cette dimension en fait communale, c'est-à-dire que on essaye de mettre en place tous les éléments qui vont permettre à un constructeur justement en fait de faire cette personnalisation. C'est-à-dire que si jamais, on sait que la plupart des gens qui vont entrer dans les véhicules désormais sont probablement porteurs d'un appareil qui est connecté en fait, un téléphone, un smartphone, une montre ou je ne sais quel est cet appareil. Si jamais on peut faire qu'en sorte que cet appareil communique avec la version Android qui est dans la voiture, alors on peut faire des choses qui sont intéressantes en termes d'identité et de personnalisation. Donc ça, c'est un truc qu'on essaie de mettre dans la plateforme pour que ce soit à disposition des constructeurs et qu'ils puissent créer les expériences en fait qui vont bien en fait pour faire ça. Oui, effectivement, aujourd'hui, les véhicules ne sont pas très connectés, donc c'est difficile à mettre en place. Mais c'est quelque chose qu'on regarde autour de 2018-2020. Principalement, comme tu dis, avec les devices qu'on porte déjà sur soi, on fait du profiling et après, on permet au véhicule de s'adapter dans la mesure où autour de 2020, il sera beaucoup plus connecté. Il s'adaptera au client, à l'utilisateur qui rentre dans la voiture. La question un peu bateau, mais comment justement les constructeurs automobiles voient Android Auto? Comment se passe la cohabitation? Est-ce que, là on a parlé de material design, de principes de navigation, est-ce que vous essayez du coup d'unifier aussi cette expérience? Parce que c'est vrai que en introduction je parlais de l'impact du web sur l'UX, et c'est vrai que Google s'est positionné assez tôt dessus. Est-ce que vous travaillez justement à unifier l'expérience, à faire en sorte qu'elle soit cohérente en prenant en compte justement quelqu'un qui va venir dans le véhicule, qui n'est pas forcément PSA ou Renault? Comment vous regardez ce... Donc, de notre côté, effectivement, on regarde beaucoup le système Android et le système Apple aussi. On regarde un peu Baidu aussi, côté Chine. Le plus gros enjeu pour l'instant pour nous au niveau graphique, c'était de faire quelque chose qui ne soit pas complètement incohérent quand l'utilisateur affiche une page de mirroring au milieu de notre système. Donc quand on a du mirroring Apple ou du mirroring Google, Android dans notre voiture, on essaye de se rapprocher au niveau graphique, au niveau interactif et au global même de l'UX, de ce qui a été proposé en fait par les OS qui sont venus s'intégrer à nos systèmes précédemment via le mirroring. Donc en fait, dans la première étape, on avait un système qu'on avait designé comme on avait pu avec les capacités du système à l'époque, qui était dans nos écrans de base. On y a rajouté
une couche pour faire du mirroring. Et là-dessus, Google, Apple, Baidu et d'autres sont venus intégrer des nouvelles propositions. Et du coup, on a fait le travail un peu en sens inverse cette fois-là pour les prochains systèmes. Et effectivement, on a regardé plutôt le material design, les widgets, les nouvelles opportunités qu'on voit apparaître dans tous les devices pour recomposer un système complet qui repart plutôt de l'usage d'aujourd'hui, de ce qu'ont les gens dans leur poche, quoi. Concrètement, on n'a aucune volonté en tant que constructeur automobile de créer un nouveau système ou de changer les habitudes de nos clients. Nous, notre principal objectif, c'est que le client, quand il rentre dans sa voiture, il soit comme chez lui. Et comme chez lui, il est soit sur iOS, soit sur Android. Il y a quelques règles comme ça. On ne va pas s'amuser juste pour le plaisir à les retourner. L'objectif principal, c'est que le client il s'y retrouve. Et pour qu'il s'y retrouve, on se cale effectivement sur ce genre de choses. On est tout à fait conscient qu'on n'est pas leader en ce moment sur ce sujet-là, en tout cas. Il n'y a pas d'espèce de problème à avoir avec ça. Et donc, comme on le disait sur des présentations UX, ce qu'on veut, c'est que le client soit heureux et que pour ça, il faut qu'il s'y retrouve. Et pour s'y retrouver, on prend le matériel ou l'iOS où on va chercher tout ce qui se fait dans les smartphones. Ouais. Nous, en fait, on fait la démarche un petit peu inverse. C'est-à-dire que on ne fabrique pas les voitures. C'est-à-dire que c'est les designers de Renault et de Peugeot qui vont déterminer comment ils veulent que leurs conducteurs interagissent avec le système qui est en place dans le véhicule. Et nous, en fait, si jamais il y a un écran qui est un écran tactile dans le véhicule, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Si jamais c'est un touchpad ou des boutons avec une molette de navigation, c'est aussi quelque chose qu'on doit respecter. Et l'idée, en fait, comme on est en train de travailler sur la plateforme qui est directement intégrée au véhicule, l'idée, c'est pas en fait de mettre material design dans toutes les voitures. Certainement pas, en fait. On n'aurait absolument aucun intérêt à faire ça. Et material design, comme il est en fait et comme il est créé, il a probablement pas sa place dans les véhicules qui sont commercialisés, en fait. Donc l'idée, c'est de créer un système qui est prêt à être customisé, qui est prêt à être à ce que les constructeurs se l'approprient et qui pour en faire quelque chose qui répond à leurs besoins et aux besoins en fait de leurs conducteurs. On a le même objectif de faire en sorte que le conducteur il rentre dans le véhicule et qu'il soit complètement à l'aise. Et ça veut dire trouver l'équilibre entre, j'en sais rien, j'ai acheté une Renault, je veux me sentir comme dans une Renault, et dans le même temps, j'utilise certains services en dehors de mon expérience de conduite et je veux retrouver ces services dans mon véhicule. Donc du coup, il y a un équilibre à trouver ici et c'est ce qu'on essaye de mettre en place en travaillant avec les constructeurs automobiles. Okay. Il y a des réactions, il y a des questions, n'hésitez pas, hein, c'est plutôt un format ouvert, il n'y a pas de... moi, je vais revenir peut-être sur ta présentation, Morgane. Tu as introduit en fait votre lab UX, votre équipe de personnes, et tu as mentionné les chargés d'affaires qui cohabitaient avec vous sur le plateau. Et voilà, donc je ne sais pas dans quelle mesure, par rapport à un plateau UX, les chargés d'affaires, si tu pouvais expliquer un petit peu leur présence, leur action. Je pense que du coup, tu veux parler des responsables de produits. Quand tu as présenté en fait l'organisation des différentes personnes, il y avait un département apparemment, il y avait une cellule, le chargé d'affaires, et ça m'a interpellé. Alors je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, parce que toi, Maël, tu as invoqué les services sur lesquels vous travaillez, qui ont peut-être plus de plus-value que le véhicule lui-même. Donc je voulais savoir un peu, enfin, on va toucher les choses un peu, mais bon, comme il est tard, on va bientôt faire nuit, on va peut-être pouvoir aborder un peu tout ça. Est-ce que ça a une connexion? Est-ce que vous travaillez justement, parce qu'on sait bien que tous les systèmes d'information ont de la plus-value, est-ce que déjà ça fait l'objet d'une réflexion en amont, dès la définition d'un service, d'une UX? Oui, en fait, chez PSA, on a les responsables produits qui définissent le cahier des charges de chaque véhicule. Et donc, du coup, on a des responsables produits pour chaque marque. Et dans chaque marque, chaque produit, donc chaque véhicule, fait l'objet de cette étude-là.
Et donc, sur le plateau, on a une cohabitation entre tous les designers, les architectes et les développeurs qui travaillent avec la même vision. Et en fait, on a des leads UX qui sont dédiés à chacune des marques. Donc on a un ou deux leads UX pour chaque marque qui travaillent main dans la main avec le responsable produit. Et donc, on converge tous ensemble avec le lead UX, le responsable du produit, un responsable de la marque même au niveau stratégie. Et en fait, on construit tous ensemble la vision cockpit et la vision IHM pour que l'expérience globale qu'on produit soit bien consistante entre le véhicule et donc tout ce qu'on perçoit du véhicule en termes de design extérieur, design intérieur, l'expérience numérique qu'on va avoir à bord du véhicule et l'expérience aussi digitale qu'on va avoir quand on va ressortir du véhicule et qu'on va avoir quand même un lien avec la marque sur les devices. Je vais rebondir sur la valeur du véhicule et les services. C'est quelque chose qu'on commence à sentir. C'est-à-dire aujourd'hui, on achète un véhicule parce qu'il a 7 places ou parce qu'il fait 135 chevaux ou ce genre de choses. Ce qui paraît clair, c'est que déjà actuellement, on a des clients qui achètent une Tesla parce qu'elle a un écran énorme. On a des exemples en Chine là, d'une marque Row qui s'est fait racheter par Alibaba, là où ils ont installé un système un véhicule connecté. Ça a fait exploser les ventes de la voiture. C'était la même voiture, sauf qu'elle était connectée en permanence. Et du coup, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de valeur. On voit aussi des véhicules qui sont très bas de gamme. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on ne met aucun investissement dans la qualité des plastiques, dans la finition, mais qui se retrouvent avec un énorme écran central et avec du contenu. L'idée, c'est que demain, on achètera une voiture pour des raisons différentes, qui vont être un confort d'usage d'un système, qui vont être des services associés à ce système-là. Donc ça, on s'y prépare. Ce qu'on veut être, ce que toute marque automobile veut positionner ses véhicules de manière à ce que ce qui va compter pour le client dans les prochaines années soit intégré dans son véhicule. Et alors, j'ai peut-être une vision un peu déformée et pas forcément du groupe Renault complète, mais vu de notre service en UX design, on croit beaucoup que la valeur du véhicule qui actuellement est sur le nombre de places et sur la motorisation va énormément migrer vers les services et vers la technologie, connectivité, autonomie. Ok, je reviendrai sur une autre question, là plus en termes d'UX. Pour Android Auto, au niveau de la distraction, est-ce que, comme en web, on a une règle des 3 clics? Est-ce qu'il y a une réflexion quant à la profondeur effectivement de l'information? Jusqu'où on peut aller? Parce que vous faites apparemment des expériences type user research. Voilà, jusqu'où on va dans la distraction, dans l'usage d'une interface Ouais, je pense que les problématiques sont les mêmes en fait pour nous tous. Il y a des réglementations qui sont en place, qui diffèrent en fonction des différentes zones et qu'on doit respecter. Enfin, je ne sais pas si on doit exactement les respecter, mais en tout cas, tout le monde dans l'industrie essaye autant que faire se peut en fait de respecter ces règles. Aux États-Unis, c'est 6 clics. Et on a aussi fait nos propres tests en fait en interne pour essayer de voir est-ce que c'est quelque chose qu'on doit essayer de challenger, de changer ou quoi que ce soit. Et il semblerait que que ça marche plutôt bien. Que en termes de distraction, si jamais on propose à nos conducteurs une tâche qui nécessite plus de 6 clics pour être complétée, ça devient un petit peu compliqué. La difficulté, c'est de le mesurer en fait, de savoir dans différents moments et différentes parties du système quand est-ce qu'une tâche commence et quand est-ce qu'elle finit, et comment est-ce qu'on peut mesurer le nombre de clics et savoir que ça appartient à la même tâche. Une des idées aussi qui est derrière le fait de normaliser les structures en fait, et les données hiérarchisées, c'est que là on peut mesurer de manière très précise en fait ce qui se passe et combien de niveaux de profondeur on a besoin de naviguer en fait pour trouver l'information et comment on peut commencer à les réduire et comment on peut essayer de répercuter ça en fait sur toutes les applications. C'est-à-dire de dire à nos développeurs d'applications musicales, si jamais vous proposez aux conducteurs qu'ils ont besoin de 12 clics pour trouver la chanson qu'ils veulent écouter, ça ne va pas fonctionner.
Donc là, il va falloir peut-être organiser les choses. Et si jamais vous n'avez pas la capacité ou la volonté de le faire, nous, on va mettre ça en place dans le système, que vous vouliez ou non, parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que le système ne soit pas dangereux. Donc on va trouver des moyens en fait, de limiter ça de manière programmatique et que ça fonctionne. Si, ça me paraît assez dingue, quoi. 6 clics. Ouais, nous, on se limite même à 4 clics pour tout ce qui est fonction sécuritaire. Bah ouais. Pour tout ce qui est aide à la conduite, typiquement. Ouais. Chez PSA. Attention. On lutte contre le clic. Mais le problème, c'est de trouver le juste milieu entre lutter contre le nombre de clics et de sous-menus et alléger le nombre d'accès directs qu'on met partout. Donc on a beaucoup de choses comme ça. Mais sinon, dans les choses qui sont très branchées expérience utilisateur et dans ce que j'aime bien évoquer dans les changements dans l'automobile, c'est on a fait beaucoup d'études, j'imagine que vous faites les mêmes, sur qu'est-ce que fait un client quand sa voiture conduit toute seule. Et du coup, on cherche, c'est histoire de se préparer. On se demande est-ce que nos clients vont sortir leur iPad et du coup, ils n'ont pas besoin d'un grand écran. Est-ce qu'ils veulent se retourner pour parler en face à face? Est-ce qu'ils veulent faire ça? Et des fois, on a des surprises. Enfin, la première grosse surprise, c'est que du coup, ils montaient plus dans la voiture. Ils envoyaient la voiture faire les courses, mais ils n'y allaient plus dedans. Donc, c'est là où on voit qu'on ne se posait pas forcément la bonne question. C'est que du coup, la question, c'est pas qu'est-ce qu'il fait dans la voiture, c'est il n'y va plus en fait là, dans la voiture. Et du coup, à partir de ce moment-là, on s'aperçoit qu'une voiture autonome, ça devient comme un chauffeur. Donc c'est plus la même chose d'avoir une voiture ou d'avoir un chauffeur. Et en fait, ça veut dire que le client, il envoie sa voiture chercher les courses, chercher les enfants à l'école, chercher d'autres choses pour se libérer du temps. Et du coup, tout ce qui arrive derrière, c'est est-ce qu'il a besoin d'acheter une voiture pour faire ça? Ou est-ce que du coup, il télécharge une application Renault et en fait, nos prochains clients, on vendra des apps Renault et l'application amènera un truc à roulette pour transporter nos courses, nos choses. D'où l'avènement du service, en fait. Exactement. Donc ça, c'est une des hypothèses. Je pense qu'il y a encore un peu de temps avant d'en arriver là, mais il faut le prendre en compte. Ouais, le gros bénéfice dans tout ça, en fait, ce qui intéresse vraiment l'utilisateur, c'est le temps, au final. On voit qu'on court aujourd'hui après le temps pour tout et n'importe quoi. Et le véhicule doit être un moyen de gagner du temps. Donc, effectivement, soit de ne plus monter dans le véhicule et de pouvoir faire des choses depuis la maison ou depuis le bureau. Et c'est le véhicule qui se charge de toutes les tâches rébarbatives. Soit quand je monte dans un véhicule et que je suis bloqué dedans parce que je dois moi-même bouger, si je suis pris dans les bouchons ou si je suis pendant 2 heures sur l'autoroute parce que je dois aller moi-même à Marseille physiquement, c'est aussi gagner du temps et donc pouvoir faire d'autres choses pendant que je suis entre guillemets emprisonné dans cette boîte en métal qui roule. Du coup, c'est aussi ça qui va faire qu'on va de plus en plus passer vers une ère de mobilité et de services de mobilité. Aujourd'hui, tu parlais des règles ergo qu'on suit, on se limite aussi à des temps de 1 à 2 secondes maximum de consultation sur les écrans parce qu'on est en situation de conduite et 1 seconde déjà c'est énorme quand on est à 130. Demain, on aura aussi des écrans dans la voiture qui permettront de faire d'autres choses et on pourra regarder plus que 1 à 2 secondes et du coup voilà, on aura des usages complètement différents et tous les services qu'on va pouvoir déployer au-dessus, c'est là où il y a une grosse valeur et où c'est aussi pour ça qu'on prend du temps à discuter ensemble entre les grands intervenants parce que c'est aussi un gros challenge financier derrière, quoi. Ouais, juste pour terminer, parce que j'ai vu qu'il nous restait 5 minutes, là, la chose que je sens, où j'ai l'impression, c'est que déjà, on arrive à nous mettre dans la même pièce entre constructeurs, alors que normalement, c'est à couteau tiré. C'est parce que tout le monde sent bien que là, en ce moment, dans les années qui viennent, ça va énormément changer, ça va énormément bouger. Ce qu'on a l'habitude, l'industrie automobile, je dis toujours la même chose, mais elle a une histoire qui est très lourde, elle a un temps d'adaptation. Et là, il y a un mélange entre 2 mondes avec le numérique. Et c'est vraiment ça qui va faire l'intérêt des prochains véhicules, l'intérêt des prochaines mobilités.
Et l'intérêt du travail, enfin, je suppose que c'est pareil pour toi ou pour toi de bosser sur ces sujets-là, c'est qu'on est sur des sables mouvants, on doit se projeter dans 4 ans, on ne sait pas avec quel techno, on ne sait pas avec quels usages, et ça reste très passionnant en tout cas. Ok, excellent mot de conclusion. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose, Andrew. Donc tu fais un métier passionnant également. Ça se passe plutôt pas mal, ouais. La Californie, c'est pas mal du tout. Non, c'est bien. Il y fait beau, les gens sont sympas. Il y a énormément de projets en fait et de trucs qui s'y passent en fait avec les compagnies que sont là-bas, que ce soit les grosses compagnies qui ont pas mal de fonds financiers et qui essayent d'innover, et les startups en fait qui essayent d'innover également en permanence. Et ouais, c'est bien. Il y a un terreau qui est fertile en termes d'acceptation en fait de nouveaux modes d'usage. On parlait en fait des services et ainsi de suite. Les Uber et les Lyft en fait ont des services qui ont commencé là-bas et qui sont aussi un petit peu le début en fait de ce que vous décrivez en fait. Lorsqu'on n'a plus besoin de conduire et qu'on va pouvoir depuis son téléphone commander un véhicule pour aller chercher les enfants ou faire des courses par exemple. Je sais pas en fait, c'est quelque chose qu'on utilise en France, mais Uber a un service qu'ils ont mis en place et qui sont testés et qui permet de se faire livrer la nourriture. Donc du coup, on va plus forcément au restaurant, mais on se fait livrer. Et ça commence à changer. Il y a des restaurants à New York, à San Francisco, qui ouvrent et qui n'ont plus de salle. C'est uniquement une cuisine et on peut uniquement commander et se faire livrer. Et c'est tout. Mais c'est toujours un restaurant. En fait, il y a un site web, il y a un menu. On va faire son petit shopping, on commande sa nourriture, mais on peut plus y aller. Et donc du coup, les usages sont en train de se transformer complètement. Ok, merci à tous pour cette session très Merci. intéressante. Merci beaucoup.